C'est gentil de parler. Bienvenue sur le podcast. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Ah! Cam Junior. Mais toujours une grande gueule comme ça. Je dois vous verbaliser. C'est con, ça va réveiller les voisins. Salut Bonjour. Fabien, Salut. j'espère que tu vas bien. Oui. Aujourd'hui, premier podcast qu'on organise, donc je sais pas comment il s'appelle, mais pour le moment c'est un podcast et ça me fait super plaisir d'en faire un, ça fait longtemps que je voulais en faire un et en plus t'avoir comme invité, ça me fait plaisir. Donc à l'accoutumée, je vais te laisser te présenter. Donc Fabien Verdier, j'ai 38 ans, je suis conseiller régional, région Centre Val-de-Loire, et conseiller municipal de Châteaudun, candidat à la mairie de Châteaudun, donc en mars 2020. Ok. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce milieu? Ça fait plusieurs années que je suis élu régional, depuis décembre 2015, élu municipal de Châteaudun et du Grand Châteaudun depuis 2014. Ok. Pourquoi tu as voulu aller dans cette voie? Là, pour l'intérêt général, Ok. pour l'engagement personnel, parce que je pense qu'on est dans un moment où on est en recherche de sens. D'accord. Et donc la sphère publique, la politique publique, même si elle est décriée, j'y crois beaucoup et je pense qu'on peut faire changer les choses, qu'on peut améliorer Donc, le quotidien des gens, donc c'est pour ça que je me suis engagé. si je comprends bien, en mars 2020, tu vas te présenter aux élections municipales pour devenir maire à Châteaudun. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu comptes faire à Châteaudun, sans indiscrétion? C'est redynamiser la ville. Je pense que Châteaudun est un diamant brut, D'accord. une magnifique ville avec 58 monuments classés, avec un patrimoine riche, avec une richesse associative, 250 associations, et on peut en faire quelque chose de beau, de fort. Et pour alors ceux qui ne connaissent ni Châteaudun et tout ça, est-ce que tu as une phrase, quel est l'intérêt d'aller voter en 2020 et avec tout ce qui se passe à la télé et tout ça, c'est quoi l'intérêt d'aller voter en 2020 en une phrase? D'ouvrir une nouvelle ère à Châteaudun pour les 20-30 prochaines années. Ok. Oh, je ne m'attendais pas à celle-là. Ah, franchement, elle est pas mal. Donc, alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc, je m'appelle Camille, Camille Antoine. Donc voilà, je fais des petites vidéos de temps en temps sur Internet. Vous pouvez me suivre sur CamJR et vous pouvez même suivre Fabien sur la chaîne Châteaudun 2020, une super chaîne d'ailleurs. Et c'est normal, je bosse un peu dessus. Et voilà, je travaille dans une entreprise qui vend du parfum très récemment. Donc voilà, ça me plaît bien, ça me plaît vraiment bien. Et puis après, sinon, je fais des petites vidéos sur Internet. Donc je suis un petit enfant de YouTube. Je crée des vidéos en ligne. Donc ça peut être des vidéos de vlogs, de motos, etc., etc. Et puis voilà, j'ai fait un cursus dans le développement web. Et puis ça s'est diversifié. Je suis allé après dans la communication et maintenant je travaille pour une entreprise dans le parfum et dans la cosmétique. Cosmétique Vallée, voilà. Cosmétique, voilà. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc la petite première partie, j'ai envie de te dire, j'aimerais bien savoir ce que tu as vu, écouté ou lu peut-être en cette semaine ou dans les semaines qui ont suivi. Est-ce que tu as quelque chose à partager, à nous partager du coup, vu qu'on est en podcast? Alors il y a un livre que je n'ai pas encore lu, je l'ai parcouru, c'est Disruption. Ok. C'est un petit livre qui parle de la disruption, de l'ubérisation, de tout ce qui est et de ce qui vient dans le monde économique. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la disruption? Disruption. Disruption. C'est le fait pour un nouvel acteur d'arriver via le digital. D'accord. Et de gagner vite et fortement des parts de marché dans un secteur donné. D'accord. Ça peut être les banques, les néobanques, Revolut, N26 et d'autres qui T'y crois, toi, vont aller très vite. à ces banques? Oui, je crois que toutes ces entreprises vont aller très vite. D'accord. Qu'on est à la 3e ou 4e révolution industrielle, qu'on est pas assez de gens ont pris conscience de cela, que demain les architectes, les avocats, peut-être les médecins vont être disruptés. C'est-à-dire qu'une automatisation, un robot, une entreprise, un secteur va être bousculé très rapidement. Ok. Les premières révolutions industrielles ont pris des décennies. Ça commence déjà de toute façon. Hein. Alors, on le voit avec même Uber, où là ça devient des taxis, des chauffeurs. On a déjà des taxis ou je crois des voitures qui sont déjà automatisées, même un peu plus que les Tesla qui sont déjà en prototype. Tu as les Tesla qui sont déjà sur le marché avec leur système d'autopilotage.
Ouais, Et même l'éducation. Ouais. Moi, je donne des cours d'économie, de management, mais Mhm. demain, les MOOC, Oui, les bah oui. EdTech, les Les- technologies liées à l'éducation vont C'est tout ça. bouleverser. Bah moi je le vois comme ça aussi parce que j'ai beaucoup suivi de MOOC pendant ma formation de développeur web. Donc j'avais ma formation mais j'ai suivi des MOOC avant, pendant et même après. J'en suis même en ce moment. Et je trouve que c'est une bonne et pas bonne chose. Il y a ses avantages et ses inconvénients. Et je trouve ça énorme d'avoir de la connaissance à portée de téléphone, à portée de clic. Et je trouve que c'est génial. Ouais. C'est vrai. Et ce qui frappe, c'est que les premières et deuxièmes révolutions technologiques industrielles ont mis très longtemps, des décennies, Ouais. parfois plus d'un siècle à se faire. Ouais. Là, en quelques mois, années, tout peut Ça, basculer. ça va vite, hein. En une fraction de seconde, même on en parlait tout à l'heure avec Dailymotion, YouTube et tout ça. Ouais. En quelques années, Dailymotion, qui était vraiment le top, le leader de la VOD et même du streaming, est devenu vraiment has-been. Has-been, Désolé, ouais, mais- t'es sur Udemy. Pareil sur Viadeo, LinkedIn. C'est ça, ouais, c'est un peu la LinkedIn même chose. est devenu un quasi-monopole mondial. Ouais. Et si tu prends les capitalisations boursières, je voyais ça il y a quelques jours, la totale de la capitalisation boursière de l'Allemagne, pourtant il y a des grosses boîtes, hein, il y a Siemens et tout ça, si tu ajoutes juste celle de Google et d'Apple, ou d'Apple et de Microsoft, les deux market cap des deux, c'est plus gros que toutes les capitalisations boursières de l'Allemagne. Ah ouais. On dit toujours c'est valeurs technologiques, c'est pas si fort que ça, mais c'est une puissance sans nom. Apple a dépassé les 1000 milliards de dollars, 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière il y a C'est quelques énorme, mois. c'est énorme. Et Total est à 100 et quelques, LVMH à 180, qui est pourtant le fleuron de la Ouais. cosmétique valeur en France. Et c'est- LVMH est à 180 milliards d'euros de capitalisation. Mais Apple, c'est pas pareil, parce qu'ils deviennent beaucoup plus grand public qu'avant, là où c'était du premium. Même s'ils font du très premium avec leur nouveau PC qui coûte, je sais plus, 60 000 $. Mais là, on est vraiment dans un certain type de personnes, genre les gens qui veulent faire de la 3D, de la 3D, mais vraiment pour film, par exemple. Mais ils sont vraiment plus grand public en sortant des téléphones un peu moins chers, on va dire, pour certains moments. Et voilà, leurs nouveaux téléphones sortent très chers, mais les anciens baissent beaucoup. Donc voilà, il y a plein de choses dans ce style-là qui sont pas mal. Et dans ce livre Disruption, justement, une des leçons est dit, c'est que chaque acteur doit avoir peur C'est-à-dire? de se faire disrupter. D'accord. Le disrupteur va être disrupté. C'est l'économie moderne, c'est la nouvelle économie. D'accord. Et tous les secteurs y passeront, quoi. La santé, C'est intéressant. Tu peux nous redire le livre et Le titre c'est Disruption, l'auteur je ne l'ai plus en tête. Son nom je l'ai plus en tête, il est pas très gros, il fait une centaine de pages, je l'ai fait acheter à la librairie du coin et je l'ai mis dans le local de campagne. D'accord, ok, ah, c'est cool. Il y en a un qui l'a pris là justement, il y a pas de livre. Et mis à part ce bouquin, est-ce que tu as, je sais pas, une musique à nous faire partager, peut-être un film ou quelque chose dans ce style-là? T'es allé au cinéma récemment ou Bah, j'ai pas eu le temps malheureusement, je suis Ok. un peu bien pris 7 jours sur 7, j'ai pas eu le D'accord. temps d'aller au ciné. Musique... Non, je suis plutôt... Je lis, j'essaie de lire pour prendre du recul justement. Ok, d'accord, ok. Bon alors pour moi, en musique, je sais pas pour le moment, je vais peut-être vous trouver quelque chose. En film, j'ai regardé récemment Le Mans 66. Donc pour vraiment les fans de Le Mans, des voitures et tout ça, c'est vraiment un super film. Franchement, c'est un super film de bagnole et savoir en fait c'était la bataille entre Ford et Ferrari. Parce qu'il y a eu une époque où Ford ont failli racheter Ferrari. Ça s'est joué à quelques jours près. Et en fait, Ferrari qui était vraiment le leader, mais le leader ne vendait pas de voitures. En tout cas, pas beaucoup, parce que c'était vraiment fait à la main. C'était pas comme Ford où c'était à la chaîne. Ils avaient vraiment l'automatisme déjà, on nous parlait tout à l'heure. Et vraiment, il y avait à un moment donné, Ford, qui gagnait plus au Mans et qui gagnait plus trop de courses, voulait racheter Ferrari et avoir une écurie qui s'appelait Scuderia Ferrari, ou Ford Ferrari, un truc dans ce style-là, et Ferrari Ford pour les courses, et Ford Ferrari pour tout ce qui est voiture, et voiture classique, on va dire. Et enfin, classique, c'est des voitures de sport quand même. Et en fait, à ce moment-là, il y a comment ça s'appelle, Ferrari ont décidé de faire, entre guillemets, monter les enchères. Et en gros, ils ont engagé un photographe. Le photographe a fait une photo pour montrer au patron de Fiat que Ford allait la racheter. D'accord. Et le patron de Fiat a fait une contre-offre. Du coup, il a augmenté l'offre. Et Fiat a dorénavant Ferrari depuis 1963 ou 73. Enfin, je sais plus. Enfin, ça fait un moment du coup.
Et Fiat a le groupe Ferrari depuis ce temps-là. Et à ce moment-là, ils se sont lancés une guerre où Ford et sont rentrés en guerre pour gagner contre Ferrari, qu'ils n'arrêtaient pas de gagner les 24 heures du Mans depuis 4-5 ans, qui était vraiment comparé à avant, en fait, les 24 heures du Mans, c'était vraiment une étape très 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 dure, parce qu'il y avait déjà 2 pilotes au lieu d'en avoir 3. Ça durait toujours 24 heures, mais il y avait des morts, c'était pas pareil, il y avait beaucoup plus de risques, c'était beaucoup plus compliqué en fait, et puis il y avait moins de technologie qu'avant, bien sûr, mais gagner Le Mans à l'époque, c'était, alors déjà pour vendre les voitures, mais c'était montrer au monde entier que sa voiture elle est fiable. Si sa voiture peut tenir je sais pas combien de kilomètres heure pendant 24 heures, là c'était montrer au monde que la voiture elle est fiable et ça se vendait plus. Et je trouve que le film il est beau, ça raconte en fait l'histoire de Ken Miles et de Shelby Cobra. Shelby qui a la voiture, la Shelby Cobra, donc c'est Carroll Shelby qui a créé en fait, qui a été le seul américain à son époque à gagner les 24 heures du Mans. Et suite à une maladie, je sais plus comment ça s'appelle, il a dû arrêter la course et il s'est reconverti en faisant des voitures qui s'appellent les Cobra. Donc la Shelby Cobra, je crois, Shelby GT 500. Je sais plus. Non, c'est la Shelby AC Cobra, pardon. Et en fait, c'est des voitures qui sont vraiment légendaires, tellement elles sont très connues. Enfin, tu en as sûrement déjà vu. Et vraiment bon film. Un film à aller voir. C'est assez historique et en plus, c'est vraiment bien fait. Il y a de l'action, il y a de tout. Donc, Tu l'as vu au cinéma Lunois ? Ouais, je l'ai vu au cinéma, ouais. Et franchement, super film. J'ai vraiment kiffé. J'y suis avec une amie qui connaît pas trop l'univers de la voiture et tout ça, j'ai même pas besoin de l'expliquer tellement c'était bien fait. Ah ouais. Donc c'est, je sais pas si c'est le film de l'année, mais en tout cas c'est un super film. C'est un Star Wars aussi. Ah si, je l'ai vu aussi Star Wars. Bah finalement je l'ai vu et bof, je suis assez déçu, mais c'est une bonne fin. Donc je vais peut-être pas spoiler tout de suite Star Wars, mais c'est un bon film de divertissement. Ça m'a bien plu, il y a des bons effets spéciaux. Et c'est toujours agréable de regarder un Star Wars parce que ça a bercé mon enfance, mais j'ai toujours préféré la première trilogie, donc ils appellent ça la prélogie je crois. Et un super film, sympa, un bon divertissement, c'était sympa après. D'accord. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Non, en ce moment je te disais tout à l'heure, je regarde un peu Friends, et je le regarde en VO, et c'est totalement fou de regarder des films ou des séries en VO, il y a une dimension comparée, enfin je sais pas comment comparer, mais c'est différent et on a l'impression de revoir quelque chose de nouveau. Et on découvre un peu la langue anglaise, ou tout ce qui est accent américain ou anglais, qui est complètement différent, leurs termes et tout ça, qui est complètement différent. Et c'est pas que c'est mal traduit en français, c'est qu'ils essaient de traduire un peu comme ils peuvent, entre guillemets, sans vouloir être vexant. Mais c'est vraiment, vraiment sympa. Et donc, à voir, à voir le VO, pour être curieux. Mais il faut pas oublier la langue française et les voix françaises, parce qu'il y en a, je pense à par exemple Donald Renew qui fait les voix de Spider-Man, de Peter Parker et tout ça, que j'adore, donc il faut aussi regarder en français je trouve. Et puis sinon en musique, j'ai écouté un petit peu Coldplay, leur dernier album, qui est fou, et un peu de Thérapie Taxi, qui est pas mal aussi, mais je préfère un peu le premier album, et il y a des bons titres, donc voilà. Et voilà, du coup, on va passer à la partie 2. Et la partie 2 s'appelle la motivation, mon cher Fabien. Et la motivation, c'est marrant que je parle de la motivation alors que c'est vraiment le combat de ma vie en ce moment. Je voulais savoir, pour toi, qui se présente aux élections municipales de 2020, comment tu fais tous les jours pour être motivé ? Tu te lèves le matin, alors on va faire un peu ta scène, tu te lèves le matin, tu te poses sur ton lit, je sais pas, tu te craques le cou ou tu fais des étirements et puis tu te dis ça va être une belle journée et où tu te dis aujourd'hui je vais donner à fond. Et moi j'essaie de le faire un peu tous les jours, tu vois, je vais un peu au sport, je vais un peu à la salle et j'essaie de faire des choses, mais j'arrive pas à comment ça s'appelle, pérenniser en fait à pérenniser par exemple à la salle, soit je me blesse, ouais c'est ça, soit je me blesse, donc voilà c'est ballot. Et soit non, j'arrive pas à tenir et tout ça, donc j'essaie de bien bouffer, et puis au bout d'1 ou 2 mois je commence à moins bien bouffer. Toi, comment tu fais tous les jours? Alors en plus ça va être beaucoup plus dur parce que tu es vraiment un personnage médiatique, public on va dire,
Ou au final, tu as vraiment, comment t'expliquer, tu dois te lever le matin, avoir la pêche, tu dois essayer de convaincre les gens de voter pour toi. Il y a des gens qui vont te dire des choses bien, donc ça va te réconforter. Il y a des gens qui vont te dire des choses pas bien, ça va peut-être pas te réconforter, mais bon, voilà. Comment tu fais? Alors déjà, je me lève le matin, je vois mon téléphone pour les messages en retard de la nuit, les Ouais. mails, les textos, parce qu'on en reçoit beaucoup, des messengers, voilà. Ok. Sur la motivation, alors j'ai toujours été très motivé dans ce que je faisais. Quand j'ai D'accord. un objectif, je m'y tiens. Tu vas à fond? L'agrégation d'économie, j'ai travaillé pendant plus d'1 an à fond, 7 jours sur 7. Ok. Donc j'ai une résilience. Donc tu te donnes à fond là-dedans, quoi. Voilà, quand j'étais handballeur, il y avait un objectif. Donc voilà, je pense qu'il faut se... Je sais pas, c'est en tout cas quand je suis, comme on dit, focus, quoi. Quand il y a un objectif, je m'y tiens. D'accord. Donc là, ça fait des années que l'objectif, c'est de devenir Parce que, maire de Châteaudun. oui, donc, c'est ça. Le truc, c'est que toi, tu es arrivé à Châteaudun, du coup, en 2014 12, 13, 12, 13, 13. 13, et il y a eu les élections de 2014, c'est Voilà, ça? exactement. Donc, tu as déjà commencé à te faire connaître vers 2013, on va dire, et Ouais. pour après te présenter aux élections, que tu as perdu, du coup, tu as fini deuxième, je crois, ou deux ou troisième? Troisième. Avec 23% des voix. D'accord. En quadrangulaire, ouais. Donc, en fait, tu arrives, tu te présentes, tu perds, et tu te représentes, du coup, pour cette année. Donc, et entre, on a dit 2013, c'est ça? Ça fait 14. 2014? Ça fait C'est 6 4, ans, ça fait les 5, élections. ça fait 6 ans, du coup. Là, ça va faire 6 ans. Voilà. Comment en 6 ans on arrive à rester motivé? C'est ça la question. Mais la C'est question long, de la 6 ans. C'est la question de la résilience. Ouais. Ça reste long quand même 6 ans. De Ouais. 6 ans où tous les jours tu vas te lever, tu vas regarder ton téléphone et t'as des gens qui vont te répondre positivement et négativement et il faut te Je pense maintenir. que quand on a un objectif, il faut y aller, parce je crois en Châteaudun, j'aime beaucoup cette ville. Ok. Je suis tombé amoureux de la ville, je pense qu'elle a un énorme potentiel, c'est un diamant brut, un bijou, il faut la valoriser. Il y a ce côté-là, je te dis, quand au handball, quand j'ai préparé le concours directeur d'hôpital pendant plus d'1 an, 1 an et demi, voilà, quand tu as un objectif, il faut y tenir. Donc, à chaque fois, j'essaie de réussir mes objectifs. D'accord. Après, il y a Robert Valran, qui était un psychologue d'origine canadienne, disait il y a la motivation intrinsèque et extrinsèque. Ok. Intrinsèque, c'est qu'on fait les choses pour elles-mêmes, parce qu'on a un plaisir à les faire. Extrinsèque, c'est qu'on les fait pour des raisons extérieures. Donc, c'est par exemple le handballeur ou le basketteur qui fait du hand ou de basket parce qu'il se fait applaudir, parce qu'il a une prime à la fin du match s'il gagne. Ok. Ça, c'est extrinsèque. Ok. Et ça, c'est moins bon. Il faut mieux faire les choses pour des motivations intrinsèques. Donc moi, Bah, je le fais, je pense que ma c'est- motivation pour Châteaudun est intrinsèque. C'est ce que je remarque, par exemple, avec mon travail et avec ma passion, qui est ma passion de tous les jours, c'est de créer. Et quand je me réveille le matin, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des choses. Et quand je suis devant mon PC et que je suis chez moi, j'ai envie juste de Netflix et de rien d'autre. Et quand je suis, par exemple, dans des endroits comme ici, et ben, en fait, j'ai envie de créer. Tu vois, là, on a fait 3-4 vidéos ensemble avant. Là, on fait un podcast, alors que c'était pas du tout prévu. Et c'est ce que j'aime aussi. Et quand je travaille, par exemple, par exemple à mon travail, tout simplement, j'ai moins cette sensation de créativité. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, et je me sens un peu moins motivé. Et moi, je voulais savoir, est-ce que tu arrives à faire un peu la part des choses entre guillemets, ton chez-toi, ou ton toit finalement, et le fait de travailler. Et c'est ton travail aussi. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut appeler ça ton travail? Oui, c'est un travail, parce Ouais. que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ok. Même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, parce que je suis conseiller régional, c'est là où j'ai perçu une indemnité en tant que conseiller municipal à Châteaudun ou au Grand Châteaudun, je perçois 0 € par mois. Donc je le fais finalement bénévolement pour les Dunois. D'accord. Les réunions le soir, le conseil municipal, les commissions, etc. Parce qu'en même temps, tu sacrifies beaucoup de ton temps, en fait. T'as pas beaucoup de vie privée, du coup. Voilà, oui, bien sûr. Ouais. Après, je fais la part entre la vie publique et privée. Il faut préserver sa vie privée, ne pas forcément en parler ni l'étaler. Voilà, il était déjà assez sur la vie publique. Donc, le chez soi. Mais c'est ça doit qui est, rester chez soi, quoi. qui est un peu compliqué, vu que du coup, ta vie perso et ta vie pro, ça peut jouer aussi sur cette motivation où au final, tu es moins chez toi, mais Bien sûr. des fois, Alors, il faut faire la part des il faut choses. se ménager des temps. Alors, ils sont courts, mais ça peut être 1 heure ou 2, Ok. une demi-heure. Ça, il faut le prendre pour soi. Après, si on revient sur cette idée de motivation, il y avait, je ne sais plus qui disait, rien de grand ne se fait sans passion. Rien de grand ne se fait sans passion. Et c'est, je pense qu'on peut redynamiser Châteaudun, le sud de l'Eure-et-Loire. Il y a des atouts touristiques, patrimoniaux, etc. Proximité de Paris, 130 km. Et c'est ça qui m'anime. C'est-à-dire que j'ai un peu lié mon destin, ma vie pro-perso, à l'avenir de Châteaudun du Dunois.
Et donc je suis passionné par ça, je veux y arriver, je veux qu'on y arrive, je veux que mon territoire y arrive. Je veux faire gagner l'intérêt général, parce que c'est ça qui doit nous guider quand on mène une action publique. D'accord. Donc par rapport à ce que tu dis, la motivation intrinsèque, je pense qu'elle est là fondamentalement. Et comment tu gères en fait ce que en 2014 du coup tu as perdu une première fois? Moi j'aurais été à ta place, je pense que j'aurais été déphasé et j'aurais été vraiment au fond du trou. Et au final, comment toi tu fais en fait pour rebondir et avoir ce... Comment tu te dis à ce moment-là, c'est une erreur, j'ai fait une erreur, je rebondis, enfin tu vois ce que je veux dire? J'ai plein de choses à dire là-dessus. Il y a M. Papin qui a fait un livre sur l'échec. Ok. Et justement l'échec, on gagne avec l'échec. Steve Jobs a échoué, tout le monde a échoué, les grands ont échoué, plein de fois avant de réussir. Ouais. Alors j'ai 2 citations, une de Churchill qui dit le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son optimisme. C'est beau. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et il y en a une de Nelson Mandela qui est belle aussi, il dit soit je gagne, soit j'apprends. C'est pas bête. Ah, c'est pas mal, j'aime bien, ça motive. Non, mais... Il y a le livre de Papin, c'est je crois Serge Papin sur l'échec, ou je sais plus comment ça s'appelle, sur l'échec. Il explique l'échec. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus valorisé, en France, moins. Après, je sais pas si c'était un échec. En faisant 23,5% en 2014 à Châteaudun au municipal. Même parce que toi, tu le vois comme ça, énorme. en fait. C'est un super résultat. Pour plein de raisons. Ce serait long à expliquer, mais Ouais. c'était un super résultat. Après, au cantonal, j'étais en tête à Châteaudun, en mars 2015. On avait fait 39% des voix Mais au deuxième tour. c'est parce que toi, tu le vois comme ça, t'es plutôt dans le Vers à moitié plein, dans, ouais. dans le mood, ouais, voilà, exactement. J'allais plein. dire, toi, tu le vois à moitié plein. Moi, je suis quelqu'un qui le voit à moitié vide et qui est assez pessimiste de base. Toi, c'est positif. Si je te dis, par exemple, je sais pas, on fait un vote et il y a 30% et c'est pour toi, toi, tu vas dire, c'est génial, j'ai 30%. Ouais. Moi, si j'avais, même si j'ai 70, moi, je vais dire, bah, pourquoi en fait j'ai pas 100 et je vais me remettre en question. Et Faut le replacer. Alors, si je compare avec ceux qui avaient fait un bon score, ceux qui m'ont précédé en 2008, ils avaient fait 16% au premier tour. Moi, je fais 22 et quelques au premier tour et 23,5 au deuxième tour à Châteaudun, en mars 2014. Donc, je fais plus 6% dans un contexte qui était difficile, parce qu'il y avait une dimension Il y a eu plus de votes ou moins de votes Peut-être un petit peu moins en taux de participation, mais en nombre de votes, il y avait un peu plus de 5000 exprimés à Châteaudun, D'accord, 5000 ok. bulletins exprimés. Après, moi j'ai une culture de directeur d'hôpital. J'ai été formé plus de 2 ans à Rennes, j'ai exercé à l'hôpital de Poissy, et j'ai fait diverses missions au Sénégal, au Cameroun et à l'hôpital Simone Veil dans le Val d'Oise. Et j'ai mis du temps à le comprendre, mais directeur d'hôpital c'est chef d'établissement. Alors on est directeur adjoint au départ. Mais il y a la culture du chef d'établissement, donc de leader-manager. Ouais. Je pense que je retranscris en politique ce que j'ai appris au niveau hospitalier, hôpital public. Et je me rappelle toujours d'une phrase, j'ai mis du temps à comprendre ce que ça voulait dire être chef de quelque chose. Hein. Ça m'a pris 1 an quand j'étais à l'école de Rennes, à l'école de la santé publique. Mais je l'ai bien assimilé, donc il y a le côté leader, manager, il faut entraîner et dynamique. À Châteaudun, c'est sur la santé, l'économie, l'emploi, le tourisme, tous les sujets, la jeunesse, etc. Et je me rappelle toujours un DG de CHU, un directeur général du centre hospitalier universitaire, CHU de Reims, de Tours, de Nantes. On disait toujours, par rapport à la motivation, il se couche le soir, il est déprimé. Il est complètement déprimé, il est au bout du rouleau, il dit j'y arriverai jamais, mon CHU, ça marche pas, j'y arrive pas, etc. Ouais. Et le lendemain matin, il se réveille, il est regonflé à bloc. Par rapport à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je me dis moi, des fois. Je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, je suis un peu comme ça, j'ai ce caractère. Je me lève le matin, j'ai toujours la pêche, j'ai envie d'y aller, de foncer, de faire une journée à fond, à bloc. Je suis quelqu'un qui avance à fond, qui est très motivé. Ouais, c'est marrant, on n'a pas vraiment la même notion de la vie finalement, parce que toi, t'as ce moment où toi tu te lèves, où vraiment tu pourras retourner des montagnes, et moi je suis un peu plutôt pacha en fait, où vraiment je vais me lever, je vais être là. Oh. Et pourtant, j'ai pas à me plaindre dans la vie, je vais pas tout dramatiser non plus, mais j'ai une super vie. J'ai des parents qui m'aiment, j'ai un travail, j'ai une voiture qui n'est pas dégueu, mais qui va bientôt crever. Non, j'ai une moto aussi qui est super cool. Donc, j'ai pas à me plaindre dans la vie. Je suis plutôt bien, en fait. Et pourtant, je me sens pas nécessairement heureux et motivé. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ce sens où je sais pas si j'ai envie d'avoir plus et en étant motivé, ou si parce que j'ai des rêves que je n'arrive pas à réaliser, qui me démotive peut-être. Et on a vraiment ce côté où toi,
avec un rien, ça peut te motiver. Et moi, avec beaucoup ou avec un rien qui peut me démotiver, ça fait effet sur moi. Et je suis toujours en quête pour essayer d'être un peu plus motivé, un peu plus heureux. Mais c'est d'ailleurs un trait de caractère. Puis deux, il y a l'idée de l'âge. Tu as 23 ans, Ouais. peut-être qu'à 27 ans, tu seras différent, Je pense, ouais. tu auras une motivation différente. Mm. Mais il faut bien s'accrocher, je pense, à la motivation intrinsèque. On fait les choses per se pour elles-mêmes. Et puis, il faut être passionné. De toute façon, on ne fait rien de bon si on n'est pas passionné. Il faut se motiver pour une cause. Et je pense que le 2019-2020, c'est l'ère du sens. Ok. Que l'on soit à Nice, à Brest ou aux États-Unis, quoi. Ça sert à rien maintenant de faire des choses pour gagner un maximum d'argent. Ou c'est la quête Tu du penses sens. qu'il faut faire ce qu'on aime dans la vie plutôt que... Ouais, c'est parce la que- quête du sens. La génération YZ est vachement là-dessus. Ouais, L'engagement, je suis d'accord et je suis pas très d'accord. Tu vois, moi, j'ai un peu tout fait dans ma vie, enfin, dans le sens où j'ai tout laissé tomber de côté mes études dans la santé pour faire ce que j'aime aujourd'hui. Donc, par exemple, des podcasts avec toi, mais ça, c'est ma passion, c'est pas mon travail. Et ce qui est marrant, c'est que ma passion, comme là, faire un podcast avec toi, ça me je sais pas, ça me rend vraiment... Là, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Et quand je suis à mon travail, même mon ex-travail surtout, parce que là, mon travail, ça se passe bien, et ben mon ex-travail, je faisais ce qui me plaisait. Je faisais du graphisme, je faisais de la vidéo comme là, et puis je fais aussi du podcast audio comme ici. Et même moi, je m'impressionne parce que j'arrive à parler devant un podcast audio, alors que d'habitude, je suis ultra timide et je suis tout le temps derrière une caméra. Et ben... avant, à mon travail, j'arrivais avec la boule au ventre. Alors après, c'était comment ça s'appelle c'était vraiment un cadre différent. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, c'était ma passion qui est devenue mon travail et mon travail en fait m'a dépassionné. Je ne sais pas si ça se dit, mais il a un peu enlevé une partie de ma passion. Il m'a un peu détruit et il m'a démotivé surtout. Donc je ne sais pas si faire un travail qui nous passionne, des fois, c'est risqué. Parce que si tu n'as vraiment plus ton travail qui est ta passion, et si ça ne marche pas, ça foire. Ouais. Non, moi, Alors, je dirais deux choses. t'es brisé après. Différencier le travail passion versus le management que tu as eu. C'est peut-être le management qui était compliqué. C'est ça. C'est peut-être plus le management moderne est dur. Et Toi, tu sais que c'est le management, mais moi, je vais mettre 6 mois à comprendre que c'est le management en fait qui m'a un peu bousillé. Et en fait, pendant les 6 premiers mois, et en plus, quand on s'est connus en février, je crois, fin février, je crois, un truc dans ce style-là, et ben, j'étais dans une mauvaise phase parce que j'avais l'impression que c'est moi qui avais perdu parce que j'avais mal fait quelque chose. Ouais. Et au final, j'ai pas perdu parce que j'ai mal fait quelque chose. C'est juste que c'était une fin de contrat, ils ne voulaient pas nécessairement me garder. Et moi, finalement, avec du recul, je n'avais pas vraiment envie de rester parce que j'avais un peu fait le tour. Et puis voilà. Et après, on s'est rencontrés, on a fait plein de choses ensemble qui sont on ultra s'est même cool. vu en janvier 2019 parce que je regarde la chaîne YouTube Château d'un 2020 commence en janvier 2019. Donc on Ça doit s'est être rencontrés juste un peu avant. un peu avant, ouais. Donc au final, ça s'est joué Au bistrot. Au bistrot, ça s'est joué au bar. Toutes les plus grandes inventions sont au bar. Bien Mais sûr, tout arrive par hasard et par nécessité. c'est ça. C'est Mais ouais. démocrate. Mais au final, pour en revenir à ça, alors une motivation. Là, on parle de motivation et on parle aussi un peu de tout ce qu'est-ce qui peut nous rendre heureux et de passion. Ouais. Mais oui, du coup, c'est compliqué en fait, et c'est pour ça que je voulais t'interviewer par rapport à ce sujet-là, qui est la passion, qui est pour toi, qui joue vraiment sur la durée finalement. Ouais. Je pense qu'il y a ce trait de caractère, motivation intrinsèque. Pour bien répondre à ta question sur la motivation, moi j'aime bien le terme de résilience. C'est-à-dire Cette capacité à durer. Ok. Quoi qu'il arrive. Parce que tu es Un vraiment un joueur de foot, même s'il a un passage à vide de 3 mois, il est résilient, il s'entraîne, même s'il a mal au genou gauche, j'en sais rien, ou à la cheville droite, il est résilient, il faut tenir. Parce qu'en fait, si tu tiens pas, si tu abdiques ou si tu abandonnes, tout ton objectif, tout le travail que tu as mené, Ouais. qu'il soit théorique ou pratique, soit universitaire ou Et comment artisanal, est-ce que tu as des tu le perds. techniques du coup pour rester motivé? Je sais pas, tu bois un bon thé, ou tu fais du sport, ou je sais pas, tu vas voir un psy, ou tu fais du yoga, ou tu fais quelque chose dans ce style-là. Est-ce que tu as
Je sais pas, tous les jours, est-ce que t'as pas un petit truc où tu bois un bon verre de jus d'orange pour te rebooster ou un truc dans ce style-là ou Pas n'importe trop. pas- Alors, enfin, c'est pas. Non, je dirais plus. Alors, c'est encore une fois peut-être le trait de caractère. Il y a peut-être quelque chose un peu Ouais, intrinsèque à chacun. ok. Qu'est-ce qui Peut-être, peut-être, je sais pas, mais- qu'est-ce qui te, je sais pas, qui te rend un peu heureux ou qui te motive? Moi, je sais que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. Je suis allé manger chinois et c'était, bah, j'étais avec mes parents et on mange et puis on se parlait pas vraiment en fait de l'entrée jusqu'à presque le dîner. Ah, la caméra s'est arrêtée, c'est pas très grave. On va la relancer. Tac. Et au final, parce que c'est en même temps un podcast audio, mais c'est un podcast vidéo qui est enregistré. Et en finale, ouais, je mangeais avec mes parents, et puis mon père, il était en train de jouer au poker sur son téléphone. Moi, je traînais sur Facebook et tout ça, et ma mère, elle mangeait tout simplement, comme on aurait dû faire aux Chinois. Et j'ai revu quelqu'un que je connaissais il y a pas très longtemps. Bah, c'est Mars d'ailleurs, le groupe Mars, M-A-R-S, ouais, Sabine, et puis Raph. 3, ouais. Avec 3, Mars avec 3, qui sont super sympas. Et d'ailleurs, je les salue, je leur fais un coucou. Et, je les ai vus, et en fait, je sais pas, ça m'avait un élan, comme si j'avais bu 4 Red Bull. Ah, c'est Et ouais, non, mais Ouais, je ils sais donnent pas, la pêche, ouais. il y a eu un... Ouais, c'est ça, et alors je sais pas si c'est eux qui donnent la pêche, je pense que oui. Et je suis même sûr qu'ils donnent de la pêche, mais le fait de les avoir vus, leur avait fait un coucou, leur avait fêté une bonne soirée, je crois. Non, c'était le midi, un bon après-midi, et des bonnes fêtes et tout le reste. Et ben, je sais pas, ça m'a redonné un boost. J'ai coupé mon téléphone et je l'ai mis à côté ou je l'ai mis dans ma poche. Et j'ai parlé avec ma mère, et j'ai parlé avec mon père. Et là, ça a commencé à... Et là, j'étais motivé à faire des choses. Et il y a plein de choses aussi qui me motivent, dans le sens où quand je vais faire de la moto, bah, je fais mon petit trajet de moto quand il fait beau. Donc là, en ce moment, c'est chaud. Mais au final, je fais mon petit trajet et ça me laisse le temps de... Je sais pas, c'est comme de la méditation. Je réfléchis à ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et je suis ultra motivé, j'ai envie de faire plein de choses et tout ça. Par contre, quand je rentre à la maison, je me pose sur mon canapé et là, je fais Netflix and chill, comme ils disent. Et au final, j'ai plus envie de rien. Par contre, quand je fais de la moto, j'ai envie de retourner des montagnes et voilà. Et je crois que c'est mes petites techniques de motivation, on va dire. Si vous avez une moto, faites de la moto. Pas en ce moment, en tout cas, si vous avez de quoi vous réchauffer, c'est bon. Mais un peu de moto, ça fait du bien, ou peut-être du vélo, si vous faites du vélo, du sport et tout ça, ça peut vous aider. Et puis ouais, je pense que ça peut vous retourner et vous mettre un gros boost. Et c'est vraiment, enfin pour moi qui pense H24 à de la photo, de la vidéo et tout ça, quand je suis vraiment motivé et tout ça, je pense que je suis inarrêtable, vraiment, dans le sens où je suis peut-être un peu comme toi, où vraiment tu as envie de tout faire et tu n'as plus de notion de temps et tu t'en fous en fait. Tu es là, bah oui, ok, je dors 2 heures, j'en ai rien à foutre. C'est là, vraiment... Non, mais c'est ça en fait. Et ça me rappelle ma jeunesse, quand j'étais à la Wild Code School, que je les salue, qui est une école de code où on apprend à devenir développeur. Et en fait, je faisais tous les jours, je me réveillais, il était 5-6 heures, un truc dans ce style-là. J'allais là-bas à 7 heures et après, je repartais à 2 heures du mat là-bas. Donc je revenais à 15 heures, je prenais une douche, à 17 heures, je prenais une douche, je mangeais vite fait, ou 17 ou 18 heures, enfin bref. Et je revenais après, je faisais, soit j'apprenais un MOOC, donc des cours en ligne, soit je regardais un film, soit je faisais n'importe quoi, ou des vidéos, des trucs dans ce style-là. Et de non-stop, pendant 5-6 mois, je faisais que ça. Parce que j'étais dans une optique de vraiment travailler, et j'étais peut-être dans un cadre qui était hors de chez moi. Parce qu'après, quand j'étais en stage, je suis revenu chez moi, et il n'y avait pas de Netflix à l'époque, mais c'était YouTube and chill, du coup, et j'étais moins motivé. Donc, est-ce qu'il faut partir de chez soi pour être motivé ? Alors peut-être c'est l'idée de cadre, avoir un petit cadre, parce que un manager. Toi, tu as un local, on est dans ton local en plus depuis tout à l'heure. Tu as un local depuis très peu de temps, depuis un mois. Ouais, mi-novembre. Un mois. Tu vois qu'il y a une différence dans ton travail et dans ta motivation depuis que tu l'as ? En tout cas, c'est agréable, l'équipe se construit bien, elle vit bien ici. Tu sens qu'il y a un gain de je sais pas, de créativité, de productivité, quelque chose Ouais, parce que je travaille chez moi ici, du coup. Ouais. T'as un bureau chez toi ou... Non, pas forcément. J'ai un petit PC nomade, quoi. Ok. Nomade, donc ouais. je peux bouger très vite.
l'iPhone et le PC. Moi, j'ai un bon workflow chez moi. Enfin, tu as déjà vu comme mon espace de travail. Et j'ai beau avoir un super espace de travail, je ne travaille pas dessus, quoi. J'ai 2 écrans qui sont top. J'ai un putain de PC de gamer pour faire des parties de gaming, quoi. Et au final, j'arrive pas à bosser dessus. Pourtant, j'ai tout ce qu'il faut pour bosser. Je sais pas. Alors, tu sais, il y a la concentration, tout ça. On dit qu'on peut tenir, je sais plus, 6-10 minutes réellement de concentration. Il y a plein de bouquins là-dessus. Ouais. Enfin, très peu de temps, quoi. Et il vaut mieux faire des pauses. Et moi, je constate que quand je bouge de place, que je me lève, que je vais prendre un verre d'eau, que sais-je, Ouais. bah, 2 idées me viennent et je les mets en action. Ou 3 idées. Enfin, après, tu vois, il y a un petit cadeau de travail, je pense, à avoir. Ouais. Moi, je fais une to-do list, une liste des tâches à faire. Ouais, pareil. Trello. Les livres, voilà, ouais, ou moins papier, même, voilà, plutôt. Ok. J'essaie de Il y a- mixer le papier et le digital. Il y a moi. une technique que j'aimerais bien essayer. Ça s'appelle le Pomodoro, je crois, quelque chose dans ce style-là. Ça me parle, ça. Ouais. En fait, tu travailles 25 minutes. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Tu oui. coupes tout, ton téléphone, tout. Tu travailles 25 minutes et au bout de 5 minutes, une fois que les 25 minutes sont passées, t'arrêtes, tu fais une pause de 1 minute, je crois. Ouais. Et après, tu recommences 25 minutes et tu le fais 5 fois, je crois. Et une fois que les 5 fois sont faits, tu fais une pause de 5 minutes, je crois, quelque chose dans Oui, ce c'est style-là. ça, c'est des cycles. Ouais. Ouais, et en fait, ce qui paraît, alors dans le monde des développeurs, ça te permet d'avoir pas mal de recul. Donc Ça te- revient à la concentration limitée dans un temps limité. C'est ça, ouais. Et moi, je pense quand on se lève, on pense à d'autres idées et on va les implémenter et on avance. Et je pense qu'il faut. Enfin, moi, j'ai toujours j'ai une bonne capacité de travail. Je travaille vite, je travaille beaucoup. J'ai toujours travaillé beaucoup. Quand j'étais en maîtrise d'économie, quand j'étais à l'ENS Cachan, quand j'étais à la Grecque Déco, je travaillais 7 jours sur 7. Je ne sais que travailler. Mais en même temps, c'est ce qui me passionne, quoi. Faire des choses, délivrer, avancer, faire venir une licence pro ici, faire la Silver Economy quand j'étais en cabinet ministériel, etc. Et mais c'est beau parce que quand on a un achievement, c'est-à-dire qu'on a un accomplissement, un résultat. Ouais. Et c'est ça qui tient, c'est si demain je suis maire de Châteauneuf, j'aurais envie de délivrer vite, fort, parce qu'il faut redresser la vie fortement, Ouais, ok. sur la santé, l'emploi, tout ça. Et donc ce qui te motive, c'est un peu la finalité par rapport j'aime bien répondre à la question complètement à chaque fois. T'as l'objectif, la finalité est là, et donc tu te dis, tiens, l'objectif est là, donc je vais délivrer là, je vais faire ça, Est-ce je que vais faire ça, t'as pour arriver au but là. Est-ce que tu as une timeline chez toi ou ici avec écrit, je sais pas, H- ou M- pour moi, -1 par exemple, s'il reste, imaginons un mois avec écrit objectif maire, ou en tout cas, est-ce que tu as un post-it avec écrit objectif devenir maire et Alors, quand j'ai tu le regardes tous les matins, tu te dis. Dans mon équipe, Arlette et les autres, on a écrit sur le cahier tout ce qu'on fait, un peu la timeline, et donc on est à 77 jours du premier tour, on est à 70 jours. Et J'ai une appli Countdown aussi, compte à rebours, Ouais. sur mon iPhone, sur Ouais. mon smartphone. J'ai tout ça, et en même temps, la politique, c'est la méthode Scrum, c'est la méthode Ouais. agile. Ok. Le test and learn, y avancer, toujours être agile. On va dans cette direction, mais on sent qu'on se plante un peu, donc on réajuste très vite. Ouais. Toujours être agile. Pour les gens qui connaissent pas la méthode Scrum et les méthodes agiles, donc ça peut être, c'est plein de, comment ça s'appelle, de D'itération. tips, de tutos, enfin plein de choses. Par exemple, faire des réunions debout, comme ça, elles durent moins longtemps Ouais. et on a plus de choses à se dire. Enfin, en tout cas, c'est plus concret. Il y a plein de choses comme ça. Travailler avec des post-it. Par exemple, faire des colonnes. Donc, on fait 3 colonnes. Une colonne avec écrit à faire, une avec en cours et une avec écrit fini. Parfois, on en fait une 4e avec écrit fini, quand c'est vraiment fini. Et celle-là, elle est marrante. Et au final, on écrit sur un post-it toutes ces tâches. Par exemple, faire un podcast, comme aujourd'hui, et faire une vidéo. On les met tous à faire. Et après, on les déplace en cours quand on est en train de le faire. Et fini quand elle est finie. Et fini quand elle est vraiment finie. Ou publié. Ou par exemple, si le podcast est vraiment publié, je pense que je le mettrai dans fini. Et il y a plein de techniques comme ça, comme le Pomodoro et plein d'autres choses. Et c'est vraiment cool à mettre en place. Et je trouve que c'est une bonne méthode qui a été inventée par les Luricains, tout simplement, je crois. Ou enfin un peu tout le monde en général. Mais c'est souvent Il y a utilisé un dans les volume startups, je crois. Rick Rice, R-I-E-S, Ok. The Lean Startup, je crois. Ouais, ça doit être ça. La startup Ouais. agile, toujours et avancé par itération. Le test and learn, c'est on teste et on apprend. Ça évite de faire un projet pendant trop longtemps et de se planter de sens. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la méthode agile, du coup tu sais où tu en es, du coup, maintenant? Je t'ai posé une colle, là. Non, ça apporte qu'il ne faut pas se mettre dans un carcan. Enfin, il faut toujours être... il faut avoir un peu
lignes directrices, Ok. des guidelines comme on dit, et en même temps être souple et se dire tiens, je vais pas dans la bonne direction donc je réajuste. Parce que des fois on a des passages à vide, des fois on se trompe pendant 3 semaines, mais il faut réajuster. L'idée c'est qu'il faut mieux se planter 2-3 semaines que se planter 3 ans, quoi. Etc. Donc c'est plus ça. T'as résumé en ma même temps, vie. C'est génial. toute l'action publique, c'est ça. J'avais mon chef d'établissement à Poissy, à l'hôpital de Poissy, il m'avait dit un jour, Fabien, il faut jamais s'enfermer dans un calendrier. C'est-à-dire te dire, pour c'est le marrant, 10 ça. février, voilà. Parce que, et c'est pareil, il faut jamais C'est s'enfermer. marrant parce que moi j'en ai pas de calendrier donc, et je le vis très bien. Non mais sans déconner. Non, mais tu sais, souvent, quelqu'un dit, mais que ce soit un chef d'entreprise ou un élu, il dit, tiens, pour le 10 février, ça sera fini. Et si tu l'annonces, tu te mets un carcan. Ou alors, ça peut être un objectif mobilisateur pour Tu sais, tout moi, le le calendrier, je l'utilise vraiment pour des trucs vraiment urgents et précis, genre mon coiffeur. Et le coiffeur ou les dentistes ou le médecin ou n'importe quoi. Mais après, quand je donne des rendez-vous à des gens, en général, j'utilise pas vraiment de calendrier. Je m'en souviens, c'est tout. Enfin, j'essaie de prévoir la semaine. Toi, ça doit être beaucoup plus dur. Du coup, tu prévois au moins. Toi, tu dois. Ouais, voilà, tu es obligé de le. On n'a pas les mêmes. On n'a pas les mêmes horaires. Je pense, on n'a pas les mêmes temps nous deux. Mais ouais, c'est vrai qu'un calendrier, c'est. Et même moi, en revenant sur la motivation, ça me fait baisser de la motivation. Je trouve que je suis moins créatif. Par exemple, imaginons si je dis, bah voilà, je vais préparer un post par semaine et je vais le mettre tous les mardis à 17h. Et je serai moins créatif, je vais me donner plus de boulot. Et quand je vais arriver à mardi soir, 16h30, et là, je vais être là en mode, oh, j'ai pas envie. Et en fait, non, ça me bouffe, en fait. Et quand je fais des trucs spontanés, comme aujourd'hui, là, ce podcast, bah, je trouve que je suis beaucoup plus épanoui, beaucoup plus motivé, beaucoup plus heureux, je trouve. Je suis comme toi, il faut beaucoup d'informel, les réunions minutes debout, comme tu disais, il faut de l'informel, il faut être agile, il faut être souple, quoi. Bien sûr, mais non, ce que je veux dire, calendrier, c'est que si tu commences à dire le 10 février, j'aurai fini tel document, ou j'en sais rien, le gymnase sera fini, ou l'école sera terminée. Dans un sens, c'est pas mal, parce que dans les méthodes agiles, tu as tout ce qui est les sprints. Ouais, les sprints. Donc en fait, pour expliquer, en gros, toutes les 5, 7 semaines ou 9 semaines, en gros, tu as une tâche à faire en particulier. Par exemple, imaginons faire une vidéo clip, par exemple. Et tu dois la faire pendant 7 semaines et ça te donne ce qui s'appelle une deadline. Donc comment ils disent en français une fin de temps. Une fin de temps, ouais, c'est le gong en gros. Et en fait, à la fin, si tu l'as pas fini, eh en général, t'es dans la merde. Et parce que c'est ton boulot qui t'a mis ça. Mais en fait, d'un côté, ça te permet de juger ton temps, combien de temps tu passes à faire, par exemple, une vidéo, et combien de temps avec tout ce qui est validation, etc. Et une fois que ça, tu le sais, bah, t'es beaucoup plus à même pour juger et pour t'auto-juger, en tout cas, de dire, bah voilà, cette vidéo-là, elle dure à peu près 3 minutes, et ben je vais avoir 3-4 jours à faire. Oui, je dis toutes ces méthodes agiles, Scrum, le sprint et autres, je pense que c'est le Charlie Chaplin du 21e siècle. C'est-à-dire l'OST, l'organisation scientifique du travail. Okay. Le taylorisme, où on serrait les boulons et on stressait, on pressurisait l'ouvrier. Ouais. Mais je pense que ces méthodes agiles dans le domaine des services, dans le domaine du digital, des startups, va vraiment amener à beaucoup de problèmes psychologiques, de stress, je pense que c'est c'est moi. Le pire du pire. C'est-à-dire mettez à votre En fait, dans le mot, tout est dit. On fait sprinter chaque semaine les personnes. En fait, Usain Bolt, il sprintait 10 secondes, mais il ne sprintait pas le mardi. Ouais, mais c'est ça, il s'est entraîné 1 an, 6 mois, même 4 ans des fois pour 10 secondes. Ouais, c'est ça. Parce que là, on les fait sprinter toutes les semaines, 52 semaines par an, le lundi, le mardi. Et donc, tu vas tuer les gens. Ouais. On va tuer les cadres, on va tuer les jambes. Et tout ce qui est source de motivation, qui est en tout cas lié à notre travail, donc toi qui est en phase pour devenir maire de Châteaudun et voilà, tu nous as expliqué comment tu vivais, un peu tes tips pour être motivé et j'espère aux gens ça va les aider et moi déjà ça m'aide un petit peu et à vivre. Non mais c'est important, c'est intéressant parce que pour un gars comme moi qui a du mal à rester motivé, en tout cas ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est plus âgé et qui a des solutions, ça tombe bien. Ouais. Enfin bref, n'hésitez pas à venir parler de l'avenir Châteaudun, c'est ici que ça se construit. Merci de nous avoir suivis sur le YouTube et aussi merci de nous avoir suivis ici sur ce micro, sur SoundCloud et puis sur plein d'autres plateformes pour faire des podcasts. Et merci à vous
d'avoir écouté. Ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. Merci Fabien. Merci. Merci d'avoir écouté le podcast. Bisous.